Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez dès 11h le matin en direct sur la chaîne Bismart. On s'intéresse ici au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Alors on parle beaucoup notamment de la transformation du travail. Et bien moi je vais vous présenter un outil, alors c'est un peu plus gros qu'un outil comme vous l'imaginez, ce sont des capsules insonorisées qui vont vous permettre de créer des espaces de travail beaucoup plus sereins que ceux que l'on peut avoir à la maison ou dans nos open space. On découvre ça avec l'interview de Robin Tiersan de Work with Island. Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler évidemment aussi de la couverture mobile à l'intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un bon endroit pour travailler, il faut aussi avoir une bonne connexion. Quelles sont les problématiques de cette couverture mobile indoor, les solutions qui existent, les meilleures, mais aussi celles à éviter. On verra ça dans le Tech Talk. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme, comment la nature nous aide à développer des nouvelles technologies pour valoriser les déchets de l'industrie agroalimentaire. Et on conclura par notre séquence Ils font demain. On est allé voir une start-up dont les travaux nous avaient déjà intéressés. Aujourd'hui, ce sont ces pompes cardiaques inspirées des animaux marins qui arrivent au stade d'essai clinique. Mais tout de suite, donc, je vous propose cette interview autour des capsules insonorisées pour télétravailler. Alors, le concept vous séduira-t-il? Il a en tout cas récemment convaincu une quinzaine de business angels d'investir ensemble 600 000 €. Bonjour Robin Tiersan. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Work with Island, c'est donc une jeune start-up française qui conçoit du mobilier d'entreprise. Mobilier, vous proposez en fait j'appelle ça des capsules, mais ce sont des cabines insonorisées, modulaires, montables, démontables. Alors pourquoi faire? Exactement. Alors ces cabines, elles sont un usage assez simple, c'est comment est-ce qu'on répond aux besoins de flexibilité dans les bureaux, et de manière plus concrète, comment est-ce qu'on fait lorsque le besoin de visioconférence est exacerbé aujourd'hui pour répondre à ce besoin-là. Quand on a la moitié de sa force de travail qui est au bureau et l'autre moitié à distance, comment est-ce qu'on fait pour que les employés se parlent au sein des bureaux? On répond à ce besoin-là avec des capsules qui s'installent et qui se démontent très facilement en moins d'1 heure. Elles sont fabriquées en France à partir de matériaux éco-responsables. D'accord. Donc ça peut concerner à la fois les personnes qui télétravaillent depuis chez eux, mais aussi celles qui viennent travailler dans les bureaux à l'occasion? C'est principalement pour les bureaux. Nos clients, c'est principalement des entreprises. D'accord. Et pourquoi? Parce que dans les open space, on peut déjà s'installer, poser son ordinateur. Bien Quel sûr, est le besoin d'avoir des capsules spécifiques? Bien sûr, le besoin est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas assez de salles de réunion dans les entreprises. Et vous l'avez tous vu, on a déjà tous vu la salle de réunion monopolisée par une personne. Ouais. Aujourd'hui, au prix du mètre carré à Paris, ça fait plus bien de sens de monopoliser ces grandes salles pour une ou deux personnes. Nous, la statistique qu'on dit, c'est que 40% des salles de réunion sont toujours utilisées par 2 voire 3 personnes. Donc on propose une capsule insonorisée, une place, qui est Ison Solo, mais aussi 2 places et bien sûr 4 places. Le besoin, c'est vraiment la flexibilité dans la manière dont on va aménager ces bureaux, d'autant plus dans un contexte actuel qui est extrêmement incertain. On ne sait pas comment va être configuré le bureau de demain. Et alors, on ne pourrait pas l'imaginer chez soi, cette petite capsule? Alors, c'est une bonne question. Ça coûterait trop cher? Ça coûte 4 000 € hors taxe, quand même, ce produit. On a eu beaucoup de demandes pendant le confinement pour l'utiliser à la maison, quand on a des enfants qui sont autour de nous. Mais nous, on adresse vraiment le marché de l'entreprise. Donc vous dites que c'est la réponse à cette transformation des modes du travail. Il y a vraiment des nouveaux besoins immobiliers. Mais est-ce que la question, c'est pas aussi ces endroits, ces grands bureaux, ces grands sièges sociaux sont-ils encore nécessaires? Ouais, Parce qu'on peut aussi se dire que vous répondez à cette transformation du travail, mais c'est peut-être anachronique. Est-ce que le bureau est encore utile? Oui, on pense que le bureau est encore utile. En tout cas, nous, on le voit dans la demande qu'on a sur nos produits. On pense que les espaces de travail sont plus petits. Quid de l'avenir des grands centres d'affaires comme la Défense? Il va falloir les rendre plus attractifs. Comment est-ce que je fais revenir mes équipes dans ces endroits-là? Et nous, on pense qu'il faut considérer le bureau comme un produit. Et de manière un peu vulgaire, ces employés comme des clients. Est-ce que le produit que je propose à mes employés est le bon? Pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir ou pas revenir au bureau? Et nous, on pense que notre produit est un des éléments de réponse pour rendre le bureau plus attractif. D'accord. Et alors combien vous dites c'est 4 000 € la cabine, mais pour un gestionnaire d'espace, une entreprise, en fonction du nombre de cabines qu'il va installer, alors nous, ça représente quoi comme coût, comme investissement supplémentaire par rapport à déjà la location ou la propriété du lieu? Pour répondre à la question, notre principale concurrence, c'est la salle de réunion qui est fabriquée en dur. Donc on est beaucoup moins cher
qu'une salle de réunion en dur parce qu'on est préfabriqué, D'accord. on est industrialisé, donc on répond à un besoin beaucoup plus rapidement. Si vous voulez, quand vous faites une salle de réunion en dur, il faut prévoir les travaux, les raccords en réseau, ce qui n'est pas du tout notre cas parce que ce sont des petites salles de réunion plug and play, donc c'est beaucoup moins cher pour l'exploitant d'installer ce genre d'équipement. D'accord. Vous dites donc c'est montable, démontable, mais enfin il y a un autre modèle qui est très Internet, je trouve, c'est qu'on le commande sur Internet, la livraison est gratuite, enfin c'est presque comme acheter des habits, quoi. Effectivement, c'est comme ça qu'on a séduit des investisseurs, c'est avec une approche un peu inédite sur ce marché-là. En fait, on va reprendre un peu les codes du consumer en B2B, c'est-à-dire que nous, on propose par exemple 100 jours d'essai gratuits. Si vous voulez essayer notre produit, on va vous le livrer, le monter très facilement. On essaye en gros de démocratiser ce produit-là. Aujourd'hui, c'est un produit dont le taux d'équipement du marché est inférieur à 1%. Et nous, pour le démocratiser, on essaie d'avoir une offre qui est extrêmement transparente. Donc à la fois sur la manière de commercialiser, comme vous le dites, sur Internet, 100 jours d'essai, livraison, installation très facile, mais aussi dans la manière de le fabriquer. Donc il est fabriqué en France à partir de matériaux éco-responsables. Et sur ces deux piliers-là, on a convaincu ces quinzaines de business angels de nous suivre pour accélérer. Fabriqué en France, en Vendée exactement, et donc vous faites travailler aussi l'industrie locale. Exactement, on fait marcher Matériaux recyclés, industrie locale, alors là on est vraiment dans les recettes post-Covid, quoi. Bien sûr, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que le consommateur, il attend ça. En fait, le B2B, c'est comme le B2C, si vous voulez, à la fin, c'est quand même une personne qui choisit ces produits-là. Et le consommateur, donc tous les jours, nous, on essaye de mieux consommer, mais on pense qu'en entreprise, les gens essayent aussi de mieux consommer. Ouais. Et donc, on essaie de faire les choses bien avec ce produit-là. C'est pas plus onéreux, cette production régionale ou locale? Si vous voulez, c'est un peu plus onéreux, mais en qualité, on y gagne. Et aujourd'hui, quand on fabrique un produit, la qualité, c'est clé chez nous. Et de fabriquer en France, ça a beaucoup d'avantages. Notamment avec la période qu'on vit, la pénurie de matières premières, le fait d'être local, on arrive à sourcer plus facilement des matériaux que si nos produits venaient de l'Europe de l'Est ou d'encore plus loin, ce serait beaucoup plus compliqué pour nous. Donc c'était un avantage compétitif assez fort durant ces 18 derniers mois d'être un acteur local. Bon, tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Alors, j'ai annoncé cette levée de fonds de 600 000 € auprès d'une quinzaine de business angels. Vous pouvez en citer quelques-uns? Leur profil. Les plus connus, des gens comme Bertrand Huzel, le cofondateur de Welcome to the Jungle, ou Éric Larchevêque, le fondateur de Ledger, le crypto wallet. Donc profil entrepreneur du web, quoi. Exactement, c'est des gens qui ont compris l'agilité de notre modèle. Si vous voulez, notre concurrence à la salle de réunion en dur, nous on apporte du préfabriqué dans ce secteur-là. Ils comprennent l'agilité d'un modèle comme le nôtre comparé aux constructions en dur. Et alors, pourquoi avoir engagé un processus de levée de fonds? Ce n'est pas forcément une démarche évidente pour toutes les startups, hein. Bien sûr, c'est un exercice qui est assez difficile, d'autant plus dans la période actuelle. Et quand on fabrique un produit physique, on avait besoin d'argent. Parce que là, vous vendez du mobilier de bureau. On a la limite de l'immobilier. C'est pas hyper sexy pour les business angels, a priori. Ouais, c'est pas hyper sexy, Ouais. mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de cet argent? Le premier, c'était pour financer le BFR. Forcément, quand on fabrique un produit, on a du BFR, d'autant plus qu'on est en très forte croissance comme nous. Le deuxième sujet, c'est on est sur un marché de premier équipement. Une fois qu'on a installé une cabine chez un client, il y a une question d'uniformité du mobilier. Donc nous, on doit aller très vite pour déployer notre flotte, et c'est pour ça qu'on a levé 600 000 € aujourd'hui. Vous avez un autre argument, en tout cas à tout, sans doute, c'est que vous avez commencé, vous, votre carrière en tant qu'analyste dans un fonds d'investissement. C'est plus facile de lever de l'argent quand on connaît le métier de l'intérieur? Oui, j'ai eu la chance de commencer dans un fonds d'investissement après mes études. Oui, effectivement, on connaît les codes du secteur et on sait raconter les histoires qui vont séduire. Mais après, derrière ça, il y a comme une réalité économique. Nous, quand on a levé ce petit tour de seed, on fait déjà quasiment 500 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, ça les a convaincus. On avait à la fois les codes du secteur, on savait comment leur parler, comment les adresser. Mais on avait aussi un produit qui marchait, qui était déjà commercialisé, qui adressait une cible. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et vous aviez les contacts? Et on avait les contacts, effectivement. Mais aujourd'hui, je pense que les contacts sont accessibles par tout le monde. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver les codes de comment s'adresser à ces personnes-là. Alors, vous le voyez comment, le bureau du futur? Puisque là, vous avez engagé une première disruption, on va dire, dans le domaine du mobilier de bureau. Comment vous voyez le bureau évoluer demain? Parce que ça doit être une question qu'on vous pose dans votre business plan à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je pense que le maître mot du bureau de demain, c'est la flexibilité. D'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus de coworking. Entre 2019 et 2021, il y a eu 60% de coworking en plus. Il y a 2800 coworking aujourd'hui en France. Ouais. Donc c'est bien ça, le mot-clé, c'est la flexibilité du bureau de demain. Comment est-ce que j'aménage mes bureaux pour répondre à un contexte qui est toujours incertain? On ne sait pas de quoi demain le bureau sera fait, mais en tout cas aujourd'hui, quand je fais mes choix, il faut que ce soit des choix qui apportent de la flexibilité à mon environnement de travail. Non, mais enfin, les murs en dur, les sièges sociaux, eux, on ne peut pas les bouger. Bien c'est sûr, pas si simple. bien sûr, on pense que les bureaux vont être plus petits dans le futur.
et plus flexible. D'ailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de grands groupes qui étaient en première ou deuxième couronne, qui réduisent leurs espaces de travail et qui vont se rapprocher de leurs équipes, donc plutôt dans Paris. Donc ils vont garder ces offices satellites un peu autour de Paris et prendre des plus petits bureaux de 200-300 mètres carrés à l'intérieur de Paris pour se rapprocher de leurs employés, pour qu'ils reviennent au bureau. Parce que le sujet, bien sûr, c'est comment est-ce que je crée la cohésion sociale dans mon entreprise, et on pense que le bureau, c'est l'élément physique qui répond à ce besoin-là. Bon, et là, avec cette levée, vous allez pouvoir vous développer au niveau européen ? C'est ça. L'ambition, c'est de commencer notre déploiement européen. On adresse déjà les pays francophones, Benelux, la Suisse. Et l'année prochaine, on va faire les pays du Sud, Espagne et Italie, parce qu'il y a une très forte demande. On est toujours sollicité. Nous, notre enjeu, c'est de répondre à la demande, donc de produire assez. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, parce que des usines en France, ça ne court pas les rues. Et d'autant plus qu'on est un petit acteur comme nous, travaille avec des gros industriels. C'est un enjeu, mais c'est passionnant. Merci beaucoup Robin de Tiersan. Vous êtes le cofondateur de Work with Island qui vient de réussir donc sa première levée de fonds de 600 000 € pour inventer le bureau de demain. On enchaîne dans Smart Tech avec notre talk sur la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments. Comment on va faire pour mieux capter ? Alors, pour mieux capter à l'intérieur, eh bien, il faut travailler cette couverture mobile. Alors, à l'intérieur, c'est quoi ? C'est les bâtiments, c'est les bureaux, c'est chez soi. Quels sont les problèmes ? Quelles sont les solutions qu'on peut envisager ? On en parle avec nos experts. Jérôme Nicole, consultant indépendant, expert en infrastructures télécom et informatique. Vous fournissez, vous, du savoir-faire d'opérateurs et d'hébergeurs à des entreprises, des services publics pour qu'ils gagnent en maîtrise et en coût sur les plans de la numérisation de leur activité. À côté de vous, Laurent Silvestri, vous êtes cofondateur de Destiny, qui est un groupe européen fournisseur de solutions de communication d'entreprise, avec 2 filiales en France, OpenIP by Destiny et IP-Line. Alors, vous êtes également, d'ailleurs, je précise, président du CDRT. Qu'est-ce que c'est ? C'est le club des dirigeants Réseau et Télécom. Réseau et Télécom. Bonjour à tous les deux. On va commencer ensemble, Jérôme Nicole. Quelle est d'abord cette problématique aujourd'hui qu'on rencontre sur la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments ? La principale problématique vient des normes d'isolation des bâtiments pour leur performance énergétique qui imposent des matériaux isolants qui absorbent ou reflètent les ondes radio. Et qui font que sur les très jolis sièges de grandes entreprises françaises ou sur les nouveaux espaces de coworking, en fait, on a de plus en plus de problèmes de réception. C'est-à-dire que les téléphones doivent émettre pleine balle et reçoivent très peu de la part des antennes qui sont dans le domaine public. Pour caricaturer, mieux le bâtiment est construit, plus on a de problèmes avec la couverture mobile intérieure. Exactement, surtout si on ne l'a pas prévu. Et parce qu'on dépend des antennes extérieures, en fait, c'est ça le souci. Tout à fait. Et la prolongation des réseaux du domaine public vers l'intérieur demande des aménagements spécifiques et des offres commerciales adaptées qui, aujourd'hui, ne sont pas tant que ça. Alors, Laurent Silvestri, vous travaillez avec les entreprises, vous répondez à leurs besoins justement en télécom. Comment vous définiriez la situation, les usages aujourd'hui de la couverture mobile en entreprise ? On va dire que la mobilité se développe de plus en plus. On a aujourd'hui 95% des Français qui sont équipés d'un téléphone mobile, 90% d'un smartphone. Donc évidemment, c'est le premier outil des salariés, des entreprises. C'est aussi celui qui est préconisé dans l'usage de tous les jours. Et on a environ 70% des salariés qui utilisent leur smartphone pour aller sur Internet ou pour téléphoner au quotidien. Donc on est vraiment dans un usage... on ne peut pas faire sans cette couverture mobile. On ne peut plus faire sans cette couverture mobile, tant en indoor qu'en outdoor, évidemment. C'est vraiment la grande priorité des entreprises. Et puis on le voit même sur les solutions de communication d'entreprise, donc celles qui permettent de faire de l'audio, de la vidéo ou du chat qu'on utilise un peu au quotidien. Le smartphone, finalement, devient le premier outil qu'on souhaite utiliser, beaucoup plus que son téléphone fixe. Alors, cela dit, quand on est dans des lieux comme ce studio, par exemple, on oublie la couverture mobile, on se met en Wi-Fi. Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution ? Une box, du Wi-Fi ? Alors, le Wi-Fi, déjà, c'est pas un protocole très élégant, pas très fiable, pas très performant en termes d'usage du spectre radio. Et c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que si vous êtes dans un immeuble où chacun a sa box et qu'il y en a 40 qui parlent en même temps, pour le coup, elles vont se brouiller les unes les autres. Les réseaux mobiles cellulaires en fait sont beaucoup plus intelligents. La répartition du spectre est planifiée, elle est orchestrée et pour le coup on n'a pas ces problèmes de perturbation et le protocole est beaucoup plus élégant dans le sens où les terminaux et les cellules négocient entre eux la bonne puissance, la bonne fréquence
pour s'adapter à l'usage. Alors pour reprendre votre terme, est-ce que la 5G est plus élégante dans son protocole que la 4G ? Encore plus. Alors, pour le coup, la 5G amène notamment le fait que les terminaux peuvent discuter entre eux et communiquer directement, en plus des informations de synchronisation par la cellule. Et qu'est-ce que ça change ? Alors, ça change notamment pour les usages nouveaux dans l'industrie ou pour les véhicules connectés. Ça permet d'amener un canal de communication direct, donc à très très faible latence et à haut débit, qu'on n'était pas encore capable de faire avec la 4G, où il fallait systématiquement repasser par le réseau. Ouais. Alors comment font ces entreprises, ces TPE, ces PME pour régler ce défaut de couverture de réseau à l'intérieur des bâtiments ? Alors, comment on s'en sort aujourd'hui ? Les opérateurs donc, ont acheté des licences 4G, 5G auprès du régulateur, auprès de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, qui leur donne une exclusivité de déploiement de ces ondes, de ces antennes, à la fois en indoor et en outdoor. Donc elles ont vraiment cette exclusivité de déploiement. Les opérateurs proposent des solutions de couverture indoor, qui sont des extensions finalement des antennes pour qu'on puisse couvrir l'intérieur du bâtiment. Mais ces solutions sont mono-opérateurs. C'est-à-dire que si vous prenez en fait une offre chez SFR, vous allez avoir une couverture indoor qui sera une couverture SFR et pas une couverture triple opérateur. Ce qui pose évidemment un problème puisque la plupart des salariés ne choisissent pas un seul opérateur, mais sont avec leurs propres équipements, avec un choix d'opérateurs variés. Donc il n'y a pas de mutualisation, c'est pas possible aujourd'hui de mutualiser cette connexion à l'intérieur des bâtiments ? Il y a effectivement des solutions techniques et des offres sur le marché, mais qui représentent... Mais pas proposées par les 4 grands opérateurs ? Non, il faut passer par des intégrateurs. D'accord. Voilà. Donc ça s'appelle des Distributed Antenna Systems. Oui. Et ensuite, c'est l'intégrateur de ce DAS qui va inviter les opérateurs à venir raccorder leurs équipements dessus. Voilà. Ça a un coût pour l'installation de chaque opérateur et pour la connectivité de l'opérateur en lui-même vers le reste de son réseau. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont financièrement pas supportables par des TPE ou des PME, surtout en flex office ou en coworking. Et donc, on pourrait considérer que c'est de la responsabilité du gestionnaire du foncier d'amener ces capacités de couverture. Comme le droit d'accès à Internet, en fait, on pourrait considérer que le droit d'accès au mobile... La connectivité deviendrait un accessoire au foncier. Oui. Ok, intéressant. Là-dessus, sur le problème du coût que ça représente pour les entreprises, parce que là, on parle d'intégrateurs, ils font typiquement partie du CDRT, les intégrateurs. Donc, Oui, en partie. Le CDRT, c'est un petit club qui rassemble 230 intégrateurs, mais qui réalisent environ 850 millions de chiffres d'affaires. Donc, on y retrouve 200 intégrateurs, mais à l'échelle nationale, on en a plus de 2000. Ouais. Donc, on a vraiment une couverture du territoire qui est très prononcée. Aujourd'hui, ces intégrateurs, finalement, pour un client, on a la capacité de trouver ces équipements. Donc ces équipements peuvent être importés. Il faut faire attention évidemment par la manière qu'on utilise pour se sourcer de ces équipements. Il ne faut pas les acheter sur Internet. On peut trouver des équipements qui ne sont pas certifiés CE, qui ne sont pas prêts à l'importation. Et puis surtout, ils doivent être déployés par des professionnels, puisqu'en fait, on a des problématiques de perturbation des ondes qui peuvent être créées par ces propres équipements. Donc en fait, un professionnel... Ça perturberait quelles ondes ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient semer comme panique, là, si on ne prend pas le bon équipement ? Alors on va dire que les ondes radio sont multiples, elles sont utilisées pour différents domaines. Les opérateurs télécoms les utilisent, on utilise certaines fréquences pour diffuser les ondes 4G et 5G. Et si les équipements qui sont installés perturbent l'ensemble des ondes radio, on va avoir des problèmes par exemple sur l'armée, les ondes militaires... qui est un premier... Alors là, on peut avoir des problèmes juridiques, là, vis-à-vis de la loi. La régulation prévoit, donc, avec son bras armé, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio, des amendes journalières qui peuvent aller jusqu'à 700 € en cas de perturbation du spectre, d'une bande de spectre sous licence ou à usage de la sécurité civile. Mmh. Donc prudence, bien choisir son intégrateur. Et alors, en termes de matériel, vous disiez qu'il faut acheter du matériel CE, évidemment, mais quel matériel ? De quoi on a besoin aujourd'hui pour avoir la connexion parfaite, idéale à l'intérieur ? Alors, on a besoin de ce que préconise l'opérateur qui va assurer la couverture. Puisque pour avoir une continuité sur le réseau public, on a de toute façon besoin d'un équipement qui soit capable d'être connecté au réseau de l'opérateur public. Ou des opérateurs, parce qu'on disait qu'on peut avoir des équipements mutualisés. Alors non, la partie passive, les antennes peuvent être mutualisées. Aujourd'hui, les opérateurs, en dehors du cas exceptionnel du New Deal mobile,
pour la couverture des zones rurales. Ouais. Ils ne mutualisent pas les équipements actifs. Ah, Voilà, ce qui, pour le coup, fait exploser l'empreinte économique, capitalistique et environnementale des réseaux. Ouais. Mais ils refusent la mutualisation de ces équipements parce que si tout le monde partage ces équipements, il n'y a plus un meilleur réseau. Donc on n'a plus de concurrence par les infrastructures. donc on va acheter 3-4 boîtiers. Et oui, là pour le coup, je fais un déploiement justement dans une foncière parisienne, donc un immeuble de bureau. On a 6 équipements radio Bouygues, 6 équipements radio Orange et on a SFR qui arrive derrière avec autant d'équipements. Là-dessus, on peut travailler au niveau peut-être du régulateur, de l'ARCEP, sur une solution plus intelligente énergétiquement et économiquement. Ils l'ont déjà fait dans le cadre du New Deal mobile. Et la question est de savoir si justement c'est un Mais c'est cadre pour qui les serait couvertures intéressant. extérieures. Tout à Là, fait. on parle de l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, Pour l'instant, il faut se mettre d'accord en fait sur les normes d'interconnexion des équipements. Et on a aujourd'hui une bataille qui est plus de l'ordre de la géopolitique avec les Américains et le consortium ORAN qui essayent d'imposer des normes très flexibles, modulaires, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas de filière d'équipementier. Ouais. Et donc ils essayent de casser le marché pour bloquer les Asiatiques. Alors qu'en Europe, on a déjà des équipementiers, en France notamment, qui ont des solutions beaucoup plus simples et robustes et beaucoup plus accessibles. Des solutions qu'on Ils font déjà exporte le boulot. Ah oui, on les exporte, notamment en Asie, parce qu'en fait, en France, on ne peut pas les utiliser, faute de spectre et d'accord des opérateurs. c'est quand même ça le comble, non? Oui, mais c'est des grosses machines, nos opérateurs historiques, et donc il y a toujours un petit peu d'inertie et toujours un petit peu de politique aussi. Alors, on parle des opérateurs historiques, mais enfin, il y a aussi tout un volant d'opérateurs alternatifs qu'on appelait, je ne sais pas si on les appelle toujours comme ça, les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels. Alors on les retrouve à la fois sur le fixe et sur le mobile finalement. C'est principalement, on va dire, des DSI externalisés pour les entreprises, des installateurs de proximité qui ont comme rôle à la fois de déployer le réseau fixe, le réseau mobile et puis surtout les services numériques qui vont servir à l'entreprise. Donc on les appelle opérateurs de services numériques de proximité. Il y en a environ 2000 en France. Tous n'ont pas nécessairement le même niveau de maturité, la même taille, mais ont l'avantage d'apporter un service d'accompagnement de proximité dans cette transformation vers le numérique, notamment aux petites entreprises. Et ça représente combien d'acteurs à peu près, ces opérateurs alternatifs? Environ 2000. Même si ils ne sont pas tous déclarés à l'ARCEP, mais l'ARCEP en a environ 2000 de déclarés finalement. Et tous n'ont pas le même éventail de services, évidemment, puisque les entreprises ont besoin de nombreux services numériques et il faut beaucoup d'expertise. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'on propose de plus que d'assurer une bonne connexion dans l'entreprise? C'est vraiment le service de proximité, la prise en main, accompagner l'entrepreneur dans ses choix, dans ses décisions, et puis l'accompagner dans la mise en œuvre et la maintenance des services au quotidien. Alors typiquement, ces intégrateurs, aujourd'hui, dans le cadre du déploiement de couverture indoor, ils sont capables d'amener donc ces solutions à des coûts qui ne sont pas les mêmes que ceux proposés par les opérateurs, notamment parce que l'architecture est beaucoup plus simple. Et on parle aujourd'hui pour une couverture d'un bâtiment, pour un étage par exemple, d'environ 100 mètres carrés, d'un investissement de l'ordre de 5 000 € pour une couverture indoor. Et puis ça peut atteindre évidemment plusieurs dizaines de milliers d'euros quand on parle d'un bâtiment qui a plusieurs étages et plusieurs dizaines de centaines de salariés. Vous vouliez réagir, Jérôme Nicole, sur les opérateurs alternatifs? Alors, il y a aussi d'autres possibilités d'usage de ces technologies, d'ores et déjà disponibles et made in France. Ce sont les réseaux privatifs. Parce qu'il y a énormément de fréquences qui sont allouées et réservées aux opérateurs qui refusent de les sous-louer. Refusent, ils sont... Si, les license sharing agreements, ça existe dans d'autres pays, mais pas chez nous. D'accord. Légalement si, mais commercialement non. Il y a aussi les usages de réseaux. Aujourd'hui, on a plusieurs opérateurs alternatifs, donc c'est bien qu'ils utilisent les réseaux des grands opérateurs. Ça existe quand même. Oui, dans le cadre des MVNO, mais dans ce cas-là, on ne maîtrise pas la partie radio. Et il y a aussi... Et donc si on veut faire sa propre 5G avec son réseau à soi, aujourd'hui, c'est pas possible en France. Ah si, je le fais dans mon garage. Bon bah alors, bien. Non, c'est pas un souci. C'est juste que pour le coup, il faut utiliser des bandes soit libres, soit accessibles,
Et donc on a 40 MHz de spectre, donc la bande 38 qui est régulée, et donc on peut prendre une licence pour quelques kilomètres carrés, pour de l'INDOR, etc. Donc c'est notamment utilisé aujourd'hui par les membres de l'AGUR, dont font partie la SNCF, Air France, Aéroport de Paris. Donc il y a des déploiements en cours là-dessus. C'est ce que vous appelez le réseau privatif ? Oui. Et on peut aussi utiliser la bande 39, qui est celle en fait, qui recouvre l'ancienne bande du DECT, le DECT, oui. Donc la téléphonie sans fil privée, sur laquelle on peut rajouter tous les services d'un réseau 4G, 5G. Mais alors, il ne faut plus utiliser son téléphone. Si, on peut utiliser les deux en même temps ? On peut utiliser les deux en même temps, et les deux cohabitent très bien. Et en fait, ça permet, plutôt que d'avoir juste un téléphone pour téléphoner, d'avoir un smartphone ou une tablette connectée, par exemple. Je dirais la première application, ça va être pour un hôpital. Oui. Mais alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'options, de solutions. Et sur le marché, c'est aussi disparate que ça ? Les solutions qui sont choisies par les entreprises. Les clients cherchent avant tout à avoir une couverture indoor. C'est la solution qui est attendue. Donc, la plupart des intégrateurs, notamment celui du CDRT ou les membres du SNIR, le syndicat national des installateurs radio, déploient aujourd'hui des couvertures indoor qui sont tolérées, on va dire, par le marché, avec des contrôles de l'ANFR qui sont faits, évidemment, et qui peuvent évidemment amener des amendes si les déploiements ont mal été faits. Mais aujourd'hui, la NFR est assez tolérante et va principalement demander que les solutions soient réglées pour ne pas gérer de problèmes de couverture. Donc les déploiements existent, les clients bénéficient de ces déploiements. Évidemment, plus on améliore la couverture énergétique des bâtiments, plus on se retrouve dans cette situation. Et c'est aujourd'hui l'entreprise qui porte cet investissement plutôt que les opérateurs mobiles qui seraient normalement ou qui devraient être chargés eux-mêmes de la couverture. Ou le gestionnaire d'immeuble, disait Jérôme Nicole aussi. C'est ma vision et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Alors, on a parlé de la problématique économique, de la problématique énergétique. On n'a pas évoqué la question des ondes, parce que finalement, si on multiplie les équipements, si on multiplie le type de réseau disponible dans l'entreprise, est-ce qu'on ne va pas générer un surplus d'ondes électromagnétiques pour les employés dans les bâtiments ? Alors, à supposer que la quantité d'ondes électromagnétiques de si faible puissance puisse poser le moindre problème. Oui. Voilà. Et la science nous dit juste, on a cherché, on n'a pas trouvé. Pour l'instant, tout à fait. En fait, plus il y a d'antennes, moins il y a d'ondes. C'est assez contre-intuitif, mais la puissance radio nécessaire va au carré de la distance entre les deux équipements. Donc, moins mon équipement fait l'effort d'aller chercher une cellule, moins il va émettre. Voilà. Et donc, effectivement, s'il y avait le moindre problème sanitaire, notamment avec les ondes électromagnétiques, alors il faut de la couverture indoor pour rassurer tout le monde. C'est très contre-intuitif, parce qu'on se dit que si on est entouré d'antennes, a priori, on va être davantage soumis c'est de la physique. À du champ électromagnétique. Bon. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, finalement, aujourd'hui, ce sont les smartphones en recherche de réseau qui dégagent des ondes les plus dangereuses. Ouais. Donc quand il n'y a pas de réseau, c'est le smartphone qui va finalement dégager les mauvaises ondes. Puissante, pas dangereuse. Puissante. Tout à fait. Cette question de la couverture intérieure, j'ai l'impression qu'on n'est pas très nombreux quand même à l'adresser en termes de problématiques. Les opérateurs travaillent quand même dessus. J'imagine que pour eux, c'est un enjeu économique super important, du fait justement de la pérennisation du télétravail, des nouveaux modes de télétravail. Ils sont obligés aujourd'hui de répondre à ces problématiques à l'intérieur. On a vu des grands opérateurs d'ailleurs sortir des nouveaux équipements pour accompagner leur box, faire des relais. Les femtocell. Ça veut dire qu'on va avoir un marché qui va aussi se contracter peut-être du côté des opérateurs alternatifs si les opérateurs classiques répondent à ces enjeux. Ah oui, et justement, il va falloir pérenniser l'accessibilité des réseaux mobiles via les MVNO et les MVNE. Aujourd'hui, c'est peu encadré. MVNE les enablers, en fait, donc des entreprises intermédiaires qui facilitent l'accès au marché. D'accord. Sauf qu'il y en a un qui vient de se faire racheter par un MNO, donc un gros opérateur, et donc dont l'offre va disparaître. Et on a ce problème, en fait, de reconcentration et fermeture du marché. Plutôt que d'essayer justement de l'ouvrir pour être capable de faire de la concurrence par l'innovation et les services et pas par l'infrastructure telle qu'elle est refermée, resserrée et
ce qui nous empêche de déployer des alternatives, notamment pour l'indoor. C'est aussi votre perception ? Oui, enfin, aujourd'hui, on voit évidemment une concentration sur le marché. Et il est vrai que sur le marché du mobile, notamment, on a une faible ouverture du marché. Les opérateurs ont payé leur licence relativement cher. Il y a peu de MVNE. Et en tous les cas, la plupart des MVNE proposent simplement un seul réseau, celui d'Orange, celui d'SFR ou celui de Bouygues. Et c'est vrai on avait, il y a quelques temps, et encore pour quelques temps, un MVNE multi-réseau qui proposait des offres SIM qu'on pouvait exploiter sur trois réseaux. Ouais. Ce qui donne évidemment des alternatives. Quand on prend une entreprise qui est multisite, qui doit faire le choix d'un seul opérateur, elle se retrouve finalement souvent dans des problématiques qui sont un peu complexes. J'ai deux bâtiments qui sont couverts par mon opérateur, mais le troisième ne l'est pas. Comment je fais ? C'est une véritable problématique. Donc, encore une fois, je remets le sujet du régulateur sur la table, mais ça, c'est des choses dont vous pouvez discuter avec l'ARCEP ? Alors aujourd'hui, les licences sont attribuées aux opérateurs avec une obligation de définition d'un cahier des charges qui permettrait aux intégrateurs, aux opérateurs de proximité, d'améliorer ces couvertures. Le cahier des charges est en cours de discussion entre l'ARCEP et les opérateurs, comme dans d'autres pays d'ailleurs finalement. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que pour le moment, les opérateurs imposent dans le cadre du cahier des charges des contraintes qui sont beaucoup trop complexes à respecter pour des installateurs d'antennes radio. Oui, c'est là encore, ça favorise plutôt les gros acteurs que les petits. Exactement. Merci beaucoup, on doit s'arrêter là. On y travaille. Très bien, continuez à travailler, on compte sur vous. Merci beaucoup Jérôme Nicole, consultant indépendant en infrastructure télécom informatique, et Laurent Silvestri, cofondateur du groupe d'Enesti et président du CDRT. Juste après la pause, on se retrouve pour un Smartech sur l'innovation avec un et demain autour de nouvelles pompes cardiaques qui passent en phase d'essai. Et puis on va aussi parler de la valorisation des déchets grâce au biomimétisme. Et voilà de retour sur le plateau de Smartech pour la suite de cette émission qui est dédiée à l'innovation et au nouveau monde de la société numérique. Alors, dans cette deuxième partie, je vous l'ai dit, on va partir dans les labos d'une start-up qui a bien avancé sur son projet de pompe cardiaque innovante. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous avec le biomimétisme avec Geoffroy Lesault qui est spécialiste en innovation bio-inspirée chez Bioxégie. Bonjour Geoffroy. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous parler là de cette nature qui nous inspire, en l'occurrence, pour traiter un sujet d'importance, la valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire. Exactement. Alors la semaine dernière, c'était la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc l'occasion d'aborder ici les enjeux liés à la réduction et notamment la valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire. On en est où sur ce gaspillage alimentaire ? En France, le gaspillage alimentaire, c'est 30 kg par personne et par an au sein des foyers uniquement. À l'échelle globale de l'industrie agroalimentaire, c'est une perte de 16 milliards d'euros sur l'année 2020. Donc c'est un enjeu qui est considérable. Ouais. Cet enjeu de réduction, et la réduction, elle passe aujourd'hui par ce qu'on appelle la valorisation des déchets. C'est une démarche qui est en quelque sorte bio-inspirée. Pourquoi c'est bio-inspiré ? Dans les écosystèmes naturels, il faut comprendre que tous les déchets sont réutilisés, retransformés. Ouais. C'est un peu l'idée qu'on essaie d'introduire dans ces industries, donc de réemploi des déchets. Cette valorisation, elle est poussée beaucoup donc par les industries, mais aussi par la recherche. Ça passe par le biosourcing, et donc on va en parler. Et qu'est-ce que c'est le biosourcing ? Le biosourcing, très simplement, c'est remplacer des matériaux qui sont d'origine minérale, donc qui sont non biodégradables, par des matériaux d'origine biologique. D'accord. Quelques exemples très connus, les biocarburants. Dans lesquels on va utiliser du carbone qui est stocké dans des végétaux et pas dans les sols. Mais on a aussi l'exemple d'une start-up qui s'appelle BioBoard, qui fabrique des emballages qui sont au départ des emballages plastiques, mais là qui va utiliser des déchets issus de l'industrie du lait et des pommes de terre. D'accord. Et donc on récupère certaines molécules pour en faire autre chose. Exactement, voilà, c'est un peu le second point, c'est qu'on peut également aller chercher des propriétés vraiment spécifiques qu'on va trouver dans les molécules de certains déchets. Un exemple concret de ça, ou plusieurs exemples, c'est utilisé beaucoup dans l'industrie cosmétique. Ouais. Ils vont utiliser notamment des propriétés qu'on trouve dans les pelures d'oignons pour des antioxydants. Et aussi dans l'industrie, je dirais, plus mécanique, où on va essayer de fabriquer des pièces avec ces molécules particulières de déchets qui auront des meilleures propriétés mécaniques et une résistance à l'usure meilleure.
Alors, vous allez nous présenter un système biologique de référence. C'est ça. On va parler aujourd'hui de la balle de riz, notamment pour une application en pièces mécaniques. Alors, racontez-nous la balle de riz. La balle de riz, en fait, très simplement, c'est l'enveloppe qu'on a autour des grains de riz, qui est en fait... c'est un produit issu de la transformation du riz dans la chaîne agroalimentaire. Ça a une couleur, on voit sur la photo peut-être. On l'a vu. Très bien, brun, beige. Ça a une bonne résistance, on va dire mécanique, meilleure que celle du blé. Dans le riz, dans la procédé de transformation du riz, 20% du poids du riz non transformé, c'est la balle de riz. Donc tout ça, on peut le récupérer. Elle sert à quoi cette balle de riz dans la nature ? On se pose la question. Elle sert à protéger le grain de riz de son environnement. D'accord. Ça lui sert à ça. Et ce qui nous intéresse chez la balle de riz... L'environnement, les insectes par exemple. Exactement, des micro-organismes. D'accord. Ce qui nous intéresse dans la balle de riz, c'est que cette balle de riz elle est composée majoritairement de beaucoup de silice. Donc il y a un matériau qu'on va pouvoir extraire de cette balle de riz et l'employer pour fabriquer ce qu'on appelle des matériaux composites. Ok. Matériau composite, c'est un matériau qui est issu de l'assemblage de plusieurs composants qui auront en fait des propriétés mécaniques, thermiques par exemple, qui vont nous intéresser. Et en assemblant plusieurs composants qui ont des propriétés uniques, on peut créer des nouveaux matériaux qui en fait prennent le meilleur de chaque composant. D'accord. C'est ce qui est fait avec la balle de riz. On va extraire concrètement la silice de cette balle de riz. On va la transformer rapidement en la chauffant et l'incorporer par exemple à ce qu'on va appeler une matrice, une structure de cuivre pour des pièces mécaniques qui sont en frottement et qui sont sujettes à beaucoup de friction, de frottement de pièces. Et en fait, l'incorporation de la silice à notre cuivre va permettre de créer, alors c'est un tout petit peu technique, mais créer la formation de ce qu'on appelle des cols de frittage, qui sont des structures 3D, qui vont empêcher certaines déformations par frottement et qui vont protéger nos pièces. Donc on va avoir des pièces qui vont mieux résister à l'usure. D'accord, donc là, c'est une valorisation de déchets qui de toute façon ne ferait pas beaucoup de mal, cette balle de riz, si elle se retrouvait dans la nature et qu'elle n'était pas réutilisée. Elle n'est pas réutilisée, alors en effet, mais autant se servir de ces déchets plutôt que de dire ils vont servir à rien. Autant, on peut en faire beaucoup de choses et la production de riz. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément le déchet de l'agroalimentaire qui est le plus problématique. Bien sûr, c'est un exemple de déchet qu'on peut utiliser. On a dans notre métier, les propriétés mécaniques des matériaux et surtout des frottements, c'est des problématiques auxquelles on est, nous, beaucoup sensibilisés. Ouais. Donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui peut intéresser en fait de nombreuses industries, parce que l'application, elle s'étend à beaucoup de pièces mécaniques. Ça veut dire que c'est aussi une deuxième vie économique, finalement, pour cette industrie. D'où toute l'idée qu'on développait au début de cet un peu écosystème industriel dans lequel on va réemployer tous les déchets le plus possible. Ah bah super, merci beaucoup Geoffroy Lesaut, spécialiste en innovation bio-inspirée chez Bioxégie. À suivre dans Smart Tech, on va parler de ceux qui font demain autour de pompes cardiaques très innovantes. Alors, je suis avec Cécilia pour cette séquence Ils font demain. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Parmi donc, tous ceux qui travaillent comme ça à notre futur, vous êtes allée à la rencontre d'une start-up qui est à l'origine d'un projet de pompe cardiaque inspirée des animaux marins. Ça fait le lien avec notre sujet d'avant sur la bio-aspiration. Alors, c'est une solution innovante dont on avait quand même déjà parlé. Oui, on en a parlé il y a quelques mois. J'ai fait une chronique innovation sur le sujet, alors que les premiers prototypes étaient sortis. Ça faisait déjà beaucoup de bruit. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une levée de fonds de 35 millions et il y a eu le développement de nouveaux prototypes. C'est une technologie qui rend son pouls aux patients. Rappelez-vous, on avait découvert ça ensemble en plateau. En fait, quand on a une pompe cardiaque traditionnelle, on n'a pas de pouls. C'est assez impressionnant. Et là, avec cette techno, on retrouvera un pouls parce qu'elle reproduit en fait le mouvement naturel du cœur grâce à cette bio-inspiration justement. Alors du coup, j'ai voulu aller voir où en était cette innovation. J'ai voulu aller rencontrer ceux qui la faisaient. Et donc, je suis allée au siège de CoreWave qui est en fait à Clichy. Et là-bas, c'est assez amusant. Il y a les bureaux, puis il y a aussi les laboratoires, et il y a aussi l'usinage. En fait, tout est au même endroit. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le directeur général, Louis Delhilaire, avec Cossé Labouèche. On est allé là-bas, regardez. Alors l'insuffisance cardiaque est un des grands défis médicaux du XXIe siècle. Elle touche plus de 60 millions de personnes dans le monde et c'est une maladie qui est mortelle. CoreWave a développé une technologie de rupture qui permet de combiner les avantages de la première génération, c'est-à-dire le respect de la physiologie, reproduire de façon fidèle l'action du cœur natif, avec les avantages de la seconde taille compacte et fiabilité.
Donc là, on va rentrer dans le laboratoire de caractérisation. On a ce banc d'essai qui est un simulateur du système cardiovasculaire et qui est capable de reproduire ce qui se passe dans le système cardiovasculaire de patients avec différentes conditions. Et donc on branche la pompe en dérivation de ce système-là et on peut vraiment simuler ce qui va se passer chez les patients et donc étudier notamment le fait qu'on arrive à préserver la pulsatilité de ces patients. Cette pompe fonctionne grâce à une membrane ondulante qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins. Donc à la surface de cette membrane, on va avoir un mouvement d'ondulation qui reproduit la mécanique des fluides des animaux marins et qui permet de pousser le sang de façon extrêmement douce et également pulsatile. Comment cette membrane bouge? Elle est actionnée par une sorte de moteur qu'on appelle un actionneur électromagnétique qui va faire osciller la membrane de haut en bas, plus ou moins 1 mm à haute fréquence, donc 60 cycles par seconde. Alors ça change beaucoup de choses puisque on va être capable de respecter la physiologie et éviter tous les dérèglements qu'on observe aujourd'hui avec les pompes à débit continu. Et in fine, on espère réduire le niveau de complications graves qui est aujourd'hui assez élevé chez ces patients, mais aussi promouvoir une meilleure capacité d'exercice pour ces patients, donc pouvoir avoir plus d'activités qu'ils ne le font aujourd'hui, et enfin favoriser la rémission de l'insuffisance cardiaque, donc favoriser la récupération du cœur. Ce que me disent souvent les chirurgiens cardiaques quand on échange, c'est que c'est vrai que CorWave est une véritable technologie du XXIe siècle qui s'oppose aux technologies de pompes rotatives, où c'est vraiment des machines un peu du siècle dernier. Et là, donc le XXIe siècle, pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose déjà de très nouveau et qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins, donc qui est vraiment en symbiose avec la nature. Et c'est un des grands défis du XXIe siècle, avec ce dérèglement climatique, avec cette biodiversité qui fond de façon tout à fait angoissante. Eh bien, c'est vraiment pleinement dans ce siècle d'être dans une solution qui soit inspirée de la nature. Donc là, ils vont pouvoir passer à l'étape suivante dans quelques mois à peu près. Il reste encore quelques petites étapes avant de commencer l'essai clinique. D'ailleurs, on a aperçu quelques images. Ils se sont dotés d'une salle blanche, de leur propre salle blanche, qui est un marqueur fort dans le développement d'une technologie dans la medtech. Donc il ne reste plus qu'à finir ces étapes, faire l'essai clinique. Eux ont la date, nous on l'a pas. Pour l'instant, ça reste secret. Bon, en tout cas, c'est un projet qui a bien avancé. On peut le voir. Parce qu'à l'époque, on avait juste des images de synthèse. Oui, on avait des images de synthèse. Et aujourd'hui, on a pu aller voir la techno en vrai. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Ça valait le coup. Merci beaucoup, donc Cécilia, et puis aussi Cossé Labouèche, pour avoir réalisé ce sujet. Voilà, c'était Smartech, déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain. On continue nos discussions et réflexions sur la tech. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.